Juste petite présentation de notre syndicat. On est un petit syndicat de rivière dans le Nord Ardèche, 15 communes. On a été créé il y a une vingtaine d'années. On a réalisé 2 contrats de rivière et on a 2 compétences, la gestion des milieux aquatiques et le SPANC, vous savez, l'assainissement non collectif. On est constitué d'une petite équipe, un chargé de mission, un technicien de rivière, un technicien SPANC et une secrétaire comptable à mi-temps. Donc voilà notre localisation. Désolé, j'ai pas mis l'Auvergne, les anciennes cartes. Donc voilà plus précisément notre bassin versant, le bassin versant de l'Ay et de l'Ozon. La rivière Day prend naissance de la confluence du Nant et du Malpertuis, et voilà le ruisseau de l'Ozon. Donc 2 cours d'eau, 15 communes, je l'ai dit, il y a 13 000 habitants, donc c'est un territoire assez rural, il y a peu d'industrie, l'agriculture extensive, donc voilà, des milieux assez préservés. Le contexte, bah, tout le monde le connaît, hein, au niveau gastronomique, c'est exceptionnel, l'écrevisse, et financièrement, on peut se faire pas mal d'argent. Ah non, pardon, c'était pas ça. Bah, le contexte, on va passer, hein, espèce menacée au niveau international jusqu'au niveau local. Chez nous, en l'occurrence, on a fait prendre un arrêté préfectoral d'interdiction de la pêche depuis 10-15 ans. Voilà. Donc le contexte un peu plus local. Donc nous, historiquement, l'écrevisse à pattes blanches, c'est une population qu'on avait sur l'ensemble du bassin versant. Il y a eu, depuis la fin du XXe siècle, il y a eu des casses, hein, qui fait qu'on n'avait plus que l'écrevisse sur le Nant. Donc le Nant, souvenez-vous, hein, c'est le petit ruisseau en amont, hein, le Nant et le Malpertuis qui forment la rivière Day. Donc voilà, l'écrevisse à pattes blanches s'est réfugiée sur le haut du bassin, sur le Nant. Et au début des années 2000, on a eu aussi encore une forte régression. On n'a pas su expliquer pourquoi. Est-ce que c'était une régulation naturelle, un virus? On n'a pas su le dire. En tout cas, on a perdu énormément d'individus, qui fait qu'on n'avait plus que quelques centaines de mètres où il y avait la population d'écrevisses. Et depuis ces années 2000, la population réaugmente d'année en année. Et depuis 2010, on a mis en place un protocole assez poussé pour notre petit syndicat, avec en fait 2 choses, à la fois au niveau chaque année, on met à jour l'aire de répartition de la population. Et puis, tous les 2 ans, on fait une étude un petit peu plus poussée avec des CMR, et c'est ce qu'on va vous présenter après. Hélas, on a aussi leur Connectès qui est présente sur les médians. Vous verrez la carte ensuite. Donc, on a un enjeu important par rapport à cette population. Donc, le risque, c'est qu'elle soit en contact un jour ou l'autre. Et depuis 2012, on la suit, on met à jour chaque année son aire de répartition. Juste une petite carte pour vous montrer. Donc, l'écrevisse à pattes blanches présente sur le Nant, l'écrevisse Orconectes présente sur Laval. D'ailleurs, ça a augmenté, hein, depuis. Une bonne nouvelle ou pas, ça dépend, hein, le point de vue, c'est qu'on a énormément d'ouvrages, hein. Vous voyez les nombreux seuils infranchissables qui sont entre les 2 espèces. Donc voilà, ça limite son expansion. Mais en même temps, on supprime des ouvrages chaque année. Donc, objectif de nos suivis, comme un petit peu tous les suivis sur les territoires, hein, c'est de permettre d'améliorer la connaissance des populations et répondre aux questions suivantes. Quelles sont leurs aires de répartition? Quelles sont leurs évolutions? Quel est l'état des structures des populations, l'état sanitaire, densitaire? Et quelles sont les mesures pour conserver ces populations d'écrevisses à pattes blanches? Et pour Orconectes, c'est pareil, hein, quelle est son aire de répartition? À quelle vitesse s'étend la population? Et comment faire pour limiter sa propagation? Donc la méthode, c'est Mathilde. Donc petit syndicat, petit moyen, comment on fait en fait depuis, donc c'est la 4e fois, tous les 2-3 ans, on prend un stagiaire bac+5 pendant 6 mois pour faire une étude assez poussée. En fin de compte, on a le choix entre prendre un bureau d'études ou prendre un stagiaire. On a fait ce choix de prendre un stagiaire, c'est du gagnant-gagnant. Le stagiaire généralement est content à la fin de son stage, et nous on est ravis parce que au-delà d'un bureau d'études, hein, on ne peut pas demander à un bureau d'études de faire 6 mois d'études pour nous, avec, je crois que ça correspond à peu près à une vingtaine de nuits de prospection, ce serait assez onéreux. Donc on a fait ce choix de prendre un stagiaire et ça se passe relativement bien, même très bien. Donc on continue comme ça. Donc la méthode, c'est quoi? Dès que le stagiaire arrive, on rédige un cahier des charges pour mettre les choses à plat, pour que tout le monde soit content à la fin du stage, qu'on ait bien répondu à la demande initiale. D'ailleurs, je le fais rédiger par le stagiaire, hein.
Ensuite, le stagiaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme comme tous les bons stagiaires, hein, ils font l'analyse bibliographique, littérature, le point sur les données existantes du syndicat, et à partir de là, ils regardent un petit peu le protocole qu'on a en œuvre pour essayer de l'affiner, de se le prendre pour elle, et puis elle le met en œuvre, donc via les sorties qu'on va vous montrer derrière, et enfin, rédaction d'un rapport d'études et création d'un atlas cartographique. Banal, quoi. Les préalables. Bien sûr, connaître les différentes espèces d'écrevisses, ça vaut le coup, parce que si on a un doute, ce serait dommage de se tromper. Ensuite, eh bien, à chaque fois, on a l'obligation en Ardèche, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil, lorsqu'on capture des individus, c'est d'avoir une autorisation au niveau de la préfecture, donc un arrêté préfectoral. Et d'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure là-dessus. Nous, l'arrêté préfectoral, il dit à la fin de l'étude, on a l'obligation, et c'est tout à fait normal, de transmettre nos données brutes donc à l'AFB, à la Fédé de pêche locale et à la Fédé aussi à Bron, à la Fédé régionale. Donc voilà, on transmet nos données et je pense que c'est important. Ensuite, il y a 20 ans, quand on a commencé ces prospections, c'était pas moi, c'était mon collègue d'avant, Hélène Watt. Un jour, les flics sont arrivés pour l'arrêter en pleine nuit, en train de faire des prospections. Voilà, la police avait été appelée par un usager. Donc, depuis ce jour-là, on prévient systématiquement la gendarmerie des dates où on pense s'en sortir, et on fait parfois du porte-à-porte pour prévenir aussi les citoyens qui habitent à proximité, parce que quand on voit des lampes frontales à minuit, 2 heures du matin, on s'inquiète un petit peu. Donc voilà, on communique pas beaucoup, mais par rapport à ça, on avertit la population locale, les mairies, bien sûr, et la gendarmerie. Et je crois que tout à l'heure Théo en parlera, hein, bien sûr, on désinfecte systématiquement l'ensemble du matériel de prospection avant et après les campagnes. Pas oublier de le faire aussi après, c'est important. Euh, et aussi un autre petit point, on a défini une station de référence, donc une station où on est sûr qu'elle est présente, parce qu'on ne connaît pas encore tout sur l'écrevisse, et il se peut qu'il y ait des nuits où elles ne sortent pas forcément. Donc avant quelques prospections que l'on fasse, pour évaluer l'aire de répartition ou pour faire des CMR, eh bien, systématiquement, on va sur la station de référence pour voir si l'écrevisse est bien en mouvement durant cette nuit. Voilà. À toi, Mathilde. Alors bonjour à tous. Moi je vais vous parler de notre protocole en fait. Donc en premier, on commence par faire un bornage pour définir l'aire de répartition de notre population d'écrevisses à pattes blanches. En premier lieu, il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Si, si nous avons la présence seule de l'écrevisse à pattes blanches, si nous avons la présence de plusieurs espèces à des répartitions distinctes, ou si nous avons la présence de plusieurs espèces à répartition confondue. Nous, on se situe dans le cas où on a la présence de plusieurs espèces à aires de répartition distinctes. Du coup, c'est le même protocole que si on avait la présence seule de l'écrevisse à pattes blanches. Nous allons faire forcément des prospections nocturnes parce que l'écrevisse est lucifuge, donc elle est active plutôt la nuit. Et sans capture, puisque comme on a une seule espèce, on n'a pas besoin d'identifier. Nous sommes 2 opérateurs pour des questions de sécurité, surtout. Et on se déplace sur le linéaire du cours d'eau. On évite d'être directement dans le cours d'eau pour éviter de détruire des caches ou d'écraser des individus. Et donc, on fait nos limites amont et aval. On avance de 100 mètres jusqu'à ce qu'on voit une écrevisse. Si on en voit une, on continue de 100 mètres. Si on n'en voit plus, on s'arrête. Nous faisons 2 sessions de prospection à intervalles de 48 heures. Et toutes les données que nous allons récolter, on les bancarise dans une base de données et on fait également des cartographies. Donc voici celle de 2019. Donc c'est la prospection que j'ai effectuée. Alors donc l'aire de répartition de l'écrevisse à pattes blanches est en vert. Cette année, on n'a pas pu faire les affluents pour des questions de temps et de météo également. On a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc ici, vous voyez juste 2019, mais
depuis 2 ans, la limite amont, donc celle qui est ici, n'a pas bougé depuis 2 ans. Par contre, la limite aval continue d'avancer petit à petit, mais comme on voit, on arrive à Saint-Thieu, donc une ville, on peut dire que c'est une ville. Ensuite, après le bornage pour l'aire de répartition, on va effectuer les captures, marquages, recaptures. Donc c'est pour permettre de faire un suivi structurel, densitaire et sanitaire également. En premier, pour mettre en place cette méthode, il faut qu'on ait des stations d'échantillonnage parce que c'est impossible qu'on prospecte tout le cours d'eau. Donc nous avons 5 stations qui ont été définies sur à peu près l'ensemble du cours d'eau selon des descriptions d'habitat, mais également en fonction on voulait en fait avoir des limites amont-aval de ces stations comment dire, par des obstacles naturels, puisqu'on veut des populations assez stationnaires. Si la population ne fait que bouger, si on a beaucoup de migration pendant nos prospections, on va avoir du mal après à traiter nos résultats. Donc on voulait qu'ils soient définis par rapport à ces obstacles naturels de seuil, donc qui ont été faits en 2012 par une stagiaire également. Et donc chaque station, elles font 50 mètres de long et sont divisées en 5 tronçons, 5 sous-tronçons de 10 mètres, pour nous permettre, à chaque fois qu'on pêche des écrevisses, donc dans les 10 premiers mètres, qu'on puisse après les relâcher dans ces 10 premiers mètres, déjà pour limiter le stress, mais surtout pour limiter le stress et pour pas qu'elles soient perdues, et également pour éviter de les lâcher en dehors des tronçons, parce que du coup, ça va aussi émettre un biais dans nos analyses. Et chaque sous-tronçon sont identifiés par des plaques fluorescentes qui sont agrafées généralement sur des arbres, où on a, par exemple, si on est à la station 50 qui est là, dans les 10 premiers mètres, on aura le 50.1, parce que c'est les 50 et les 10 premiers mètres. Donc la réalisation des CMR, on prospecte de nuit également, et d'aval en amont pour limiter également certains biais comme la turbidité, parce qu'on pêche manuellement. Donc si on commence à brasser le sable, le limon en partant de l'amont, on va plus pouvoir pêcher. Donc voilà, comme je vous disais, manuellement, parce que c'est des techniques qui sont adaptées à nos petits cours d'eau, et on arrive à attraper également des écrevisses de différentes tailles, contrairement à certains pièges. Les captures se font sur des individus d'une taille supérieure de 20 mm et qui sont actifs pour des questions de manipulation. Déjà, c'est compliqué de manipuler une écrevisse. Alors, de 20 mm, c'est compliqué aussi, et surtout pour leur fragilité. Donc les individus seront marqués sur la palette natatoire, donc qui est le bout de la queue de l'écrevisse, et au niveau de la face ventrale par du mastic, parce qu'on veut éviter si on les retrouve dans l'eau, on ne veut pas les identifier tout de suite, puisqu'on devrait avoir une pêche aléatoire pour justement limiter aussi des biais au niveau de la pêche. Les femelles dites gravides, donc celles qui ont des œufs ou qui ont les juvéniles encore accrochés, ne sont pas prélevées puisqu'elles sont fragiles, et on veut également éviter des mortalités lors des pêches. Par contre, elles sont comptabilisées dans les effectifs. Donc pour une station, on va faire 2 sessions de pêche à intervalles également de 48 heures, et chaque session a 2 passages. Donc ici, alors on vous montre un peu des photos sur ce qu'on effectue en pleine nuit. Donc tout en haut, on voit le marquage d'une écrevisse sur la palette la natatoire. Ici, on a une écrevisse dans sa cache. Ça, c'est notre table d'analyse que je vais vous expliquer juste après, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et ici, donc c'est les bassines qui sont mises toutes les 10 mètres pour qu'on puisse après les relâcher dans leurs 10 mètres où elles ont été pêchées. Et elles sont dans des compartiments individuels pour éviter
notamment qu'on favorise un comportement agressif dans un petit bac. Alors, lors de notre première session, on va avoir un opérateur qui sera présent dans l'eau et qui va uniquement pêcher. Et un deuxième opérateur qui sera sur la berge, au niveau de la table que vous avez vue juste avant, et qui va effectuer le marquage et la biométrie. Pour la biométrie, on va mesurer l'écrevisse. Donc c'est à partir du rostre, je ne sais pas. Donc le rostre, c'est sur la tête de l'écrevisse. Je ne sais pas trop comment expliquer. Bon, bah voilà. Jusqu'au telson. Donc on développe l'écrevisse délicatement parce qu'elle a tendance à se recroqueviller et on la mesure. On prend également son poids, on la sexe et présence également d'avaries. Donc ça va être le côté sanitaire, ça c'est savoir si elle a, je sais pas, si elle a la maladie de la porcelaine ou s'il lui manque des membres. Tout ça est noté sur une fiche terrain. Voilà. Ensuite, chaque individu donc, est isolé dans un bac cloisonné, le bac rouge que vous avez vu juste avant là. Et donc ces bacs sont numérotés selon le tronçon de notre station. On les met dedans également pour que le mastic sèche. Et on peut mettre jusqu'à 3 individus maximum par compartiment. Mais bon, c'est rare qu'on en arrive à ce stade. Ensuite, alors oui, le temps de la pêche est chronométré par sous-tronçon également. Donc voilà à quoi aussi nous servent nos sous-tronçons de 10 mètres, ce qui nous permet d'avoir le même effort de pêche lors du passage suivant, mais dans la session suivante. C'est-à-dire qu'on va chronométrer notre passage 1, on va chronométrer notre passage 2, et le temps du passage 1 va nous servir lors de la deuxième session, et le passage 2 également. C'est pour éviter de passer 1 heure la première fois et 30 secondes la deuxième, quoi. Donc, lors de notre deuxième session de capture, 48 heures après, on va effectuer, donc ça sera le même procédé, un opérateur qui sera en pêche, le même, pour justement là aussi limiter les billets de pêche, d'observation surtout, et donc le deuxième qui est en biométrie. Tous les individus vont être relevés. Ceux qui sont déjà marqués, on va uniquement relever le sexe et les mettre dans les compartiments. Par contre, ceux qui ne sont pas marqués, on réalise la biométrie sur eux. Évidemment, toujours hors femelle gravide et petits individus de 20 mm. Voilà. Et donc, aussi, au second passage, les écrevisses sont relâchées dans leur tronçon d'origine. Je te laisse la parole. Vous comprenez pourquoi on l'a choisi? La douceur avec laquelle elle prend les écrevisses, on a peu de mortalité. En gros, hein, ce protocole, quand on l'a mis en place, il existait très peu de protocoles. Je crois que Nicolas l'a dit, hein, un protocole standardisé, il n'y en a pas. Donc on a fait notre propre protocole sur la base, il y en avait un en Haute-Savoie par la Fédé de Haute-Savoie qui existait déjà. Il est très perfectible, hein. D'ailleurs, hier, on a discuté avec certains d'entre vous et on a des idées pour l'améliorer. Et on est en attente de l'améliorer. Et à chaque stage, on essaie de l'améliorer, hein. Tous les 2 ans, on fait ces études. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Sur notre territoire, ça marche relativement bien. Mais malgré tout, on aimerait bien être mieux accompagné. Je vois qu'il y a de la recherche, je vois qu'il y a plein de choses. Et finalement, on n'a pas réellement de lien sur cette problématique. Nous, on se sent vraiment isolé, hein, par rapport à ça. Juste aussi autre chose, au niveau financier, à l'époque, on était financé pour ces études, hein, avec l'agence de l'eau 50%, la région 30%. Dorénavant, bah, il n'y a plus d'argent là-dessus. Enfin, en tout cas, on n'est plus aidé. Donc, c'est assez compliqué aussi d'y passer du temps et de mettre de l'argent là-dedans parce que, voilà, on a du mal à trouver des subventions pour cette thématique. Et pourtant, ça me semble crucial. Les résultats. Alors, nous, les stats, ça nous dépasse un peu, hein, on n'est pas trop des chercheurs. Alors, les résultats, on a des résultats, mais je veux dire, l'analyse qu'on en fait, bah, ça reste très, très succinct. Malgré tout, voilà, on a acquis beaucoup de données, hein. On met toutes ces données dans une banque de données Access. Donc, on a de quoi faire de la statistique, de quoi faire des analyses, mais en l'occurrence, on ne fait pas grand-chose. Néanmoins, on calcule les densités à partir de la formule de Petersen, qui est largement critiquable, hein, on en a aussi parlé hier.
Voilà, on calcule les densités par station. Et également, ces densités, on les ramène à l'hectare ou au mètre linéaire pour enfin sortir des classes d'abondance. Comme vous voyez, hein, pour chaque station, on a une classe d'abondance qui nous permet de voir l'évolution dans le temps et dans l'espace des densités en fonction des stations. Et donc, finalement, toutes ces données nous permettent, les CMR, hein, nous permettent une analyse structurelle, donc une analyse de la structure des populations, une analyse aussi dans le temps de l'évolution et dans l'espace, hein, par rapport aux stations. On a vraiment une analyse, on peut avoir une analyse globale, même si on ne le fait pas forcément. Et voilà deux graphes qui nous permettent de voir quelques résultats. Le graphe d'en haut, c'est intéressant. Souvenez-vous, les stations 10 et 20, c'est les plus à l'aval, et les stations 30, 40, 50 à l'amont. Il faut savoir qu'en 2014, on a supprimé un barrage. Il y avait une pico-centrale, une microcentrale du Moulin de Fort, un barrage de quelques mètres, hein, 3-4 mètres, avec une retenue en amont, donc retenue dans le cours d'eau. On l'a supprimé et on voit ce qui se passe, c'est en 2014. Hein. Donc dès 2015, les densités à l'aval explosent. Hein, vous voyez, entre ça et ça explose là aussi. Ça explique bien que ce barrage faisait vraiment effet barrage et limitait la propagation de l'écrevisse vers l'aval. Donc là, c'est clair, net et précis. On est très content du résultat. Donc la population augmente. Au début, on avait, comme je vous disais, début des années 2000, il y avait quelques centaines de mètres. Aujourd'hui, on est à 6 km. La population occupe tout le Nant et arrive à l'entrée de la commune de Satilleux. Donc c'est des bons résultats. On est assez content de ça. Voilà, on peut aussi donc analyser la structure de la population et notamment voir s'il y a des influences du sexe ratio sur les classes de taille. Et en l'occurrence, là, voilà, clairement, on voit que les gros individus, en tout cas pour ce cas-là, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais les gros individus, c'est essentiellement des mâles. Donc, comme je vous disais, on bancarise nos données dans Access. Ça nous permet d'avoir de la donnée et l'historique de cette donnée. Et ça nous permettrait, même si on ne le fait pas, hein, mais ça nous permettrait de faire des analyses sur l'abondance de chaque classe d'âge, la densité, le sexe ratio des populations, le pourcentage de recapture. Enfin, avec Access, après, les requêtes sont infinies. On peut envisager plein de choses. Et enfin, effectivement, on finalise chaque fois les études par la mise à jour de l'aire de répartition et par des cartographies comparatives en fonction des stations et des années, hein, comment la population évolue. Voilà. Non. Petite surprise, hier soir, on est allé sur le terrain, on a pêché quelques écrevisses. Donc, il y a quelques personnes, hein, messieurs Dupéret, Grandjean, ils sont partis en cuisine. Ils vont nous préparer du poulet aux écrevisses. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? J'aurais une question quant à la diffusion de votre atlas cartographique de répartition des écrevisses. Si du coup, c'est quelque chose que vous diffusez au grand public sur votre site internet ou plutôt que vous conservez à personne. Il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait la pêche. Alors là, je communiquais à fond sur l'arrêté. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. Cet arrêté, c'est moi qui le reconduisais, qui demandais sa reconduction. Maintenant, on a 6 km de population. La population est assez dense. Du coup, on ne va pas renouveler l'arrêté. Il se finit fin 2019. On ne va pas arrêter. On va pas le reconduire. Se pose la question effectivement de on communique pas. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. En tout cas, je communique très très peu, même à mes propres élus. À part mon président et les vice-présidents, les élus du conseil syndical, on leur en parle pas trop de ces études, parce que les élus, vous savez, c'est des gens très bien, hein, mais c'est souvent des pêcheurs, des anciens qui connaissent beaucoup de monde et qui ont la langue un peu pendue, et ça peut aller très très vite. Alors je ne sais pas si c'est historiquement, comme on avait une population très petite, qu'on ne communique pas, et je suis resté là-dessus, et que maintenant il faudrait peut-être communiquer, je ne sais pas. C'est une espèce emblématique, il y a moyen de communiquer dessus, mais on ne le fait pas. Alors, c'est peut-être une erreur de notre part, hein, je ne sais pas, mais j'ai du mal à me dire, allez, on va jouer là-dessus avec les citoyens, parce qu'on communique hein, sur plein d'autres thématiques, mais là-dessus, j'ai une crainte. J'ai une crainte de me dire, elle est tellement fragile que ça peut aller très très vite. Quoi. Oui.
développer. Vous n'avez que quelques kilomètres entre ces deux populations et qu'on sait que dans une même journée, certains pêcheurs peuvent passer d'un cours d'eau à l'autre sans pour autant désinfecter leur matériel et donc avec un risque de transporter des spores. Donc, sans pour autant communiquer sur le bon développement de vos populations et peut-être la possibilité de réouvrir la pêche à l'écrevisse, au moins les sensibiliser sur le risque qu'il y a en passant d'un cours d'eau à l'autre à propager cette maladie et à finalement anéantir vos efforts. C'est pas bête. Effectivement, ce serait intéressant de communiquer au moins sur les assos de pêche locales. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va le faire. C'est pertinent. Ouais. C'est un bon début. Oui, non, c'est Sans sûr. pour autant leur demander de désinfecter, mais leur dire d'éviter de passer d'un cours d'eau à l'autre. Ah bah si, hein, désinfection. Il faut leur expliquer le protocole. Hein. Je pense qu'il faut vraiment aller au bout des choses. Hein. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'ils puissent avoir soit le matériel sur eux, soit avoir des points où ils peuvent accéder à des pédiluves, à ce genre de choses. Après, on peut créer un lien entre notre syndicat et ces assos en leur fournissant aussi, c'est pas si cher, hein, du désogerme ou je ne sais quoi. Ils savent qu'ils peuvent aller se fournir au sein de leur local, de leur assos. Non, ça me paraît intéressant ouais, à développer. Et après, juste une petite question. Là. Vous indiquez que vous effectuez des relevés sur éventuellement les anomalies que peuvent présenter les écrevisses. Donc ça concerne essentiellement les aspects absence d'organes ou éventuellement tout ce qui est aussi déformation, présence de taches ou autres éléments. Si on regarde tout, hein, maladie de la porcelaine, déformation, qu'est-ce que tu regardes d'autre en fait? D'accord. Parce que au sein de l'association là pour laquelle que je représente, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une grille d'examen standardisée justement des écrevisses pour relever systématiquement tout ce qui est problème morphologique, tout ce qui est problème d'apparence, tout ce qui est éventuellement signe clinique d'infection ou de maladie, pour justement essayer d'avoir quelque chose d'un peu standardisé et d'avoir derrière un état sanitaire pour les populations d'écrevisses. Intéressant, il faudra nous la fournir. On recherche d'améliorer notre protocole, d'améliorer un petit peu tout ce qu'on fait. Et effectivement, ce genre de choses nous intéresse. Théo. Oui, donc à propos de tout ce qui est sanitaire, estimation des mutilations, des choses comme ça, c'est des protocoles qui peuvent être très poussés. Moi, sur certaines manips, j'en ai mis en place. C'est extrêmement chronophage aussi. Donc il faut faire la part entre le temps qu'on va passer sur une manip et le renseignement qu'on en tire. Sur les mutilations, par exemple, le manque d'appendice, on peut le noter, mais avant de le traiter, il faut un échantillon assez important. Moi, j'ai notamment fait sur une station où il y avait une CMR sur l'écrevisse de Californie et sur l'écrevisse à pattes blanches, sur le même cours d'eau. Et là, on observait très clairement une augmentation des mutilations sur la zone de confrontation entre les deux espèces. Donc là, c'était particulièrement intéressant de le faire. Après, au sein d'une population, de savoir le taux d'individus mutilés, c'est bien, mais encore faut. Enfin, à partir de quand on compte une mutilation? Est-ce qu'il faut compter pour chaque patte? Est-ce qu'il faut compter pour les pinces, pour les antennes, pour les yeux? Ça peut aller très loin. Et pour les pathologies, c'est pareil. Tout le monde n'a pas la même formation, tout le monde n'a pas la même sensibilité aux observations. À détecter une écrevisse atteinte de la maladie de la porcelaine en phase assez importante, à 3 mètres, ça se voit très facilement. Pas pour tout le monde. La porcelaine, ça se voit bien, mais après, des petites taches de mélanisation, des choses comme ça, c'est plus difficile. Donc, si la fiche est très détaillée, il faut être sûr que les personnes qui remplissent sont capables de voir tous les indices, tout ce qu'on va mettre sur la fiche, ce qui n'est pas forcément le cas. Et après, j'avais une micro-remarque sur le pas besoin d'identifier. Ouais. Ah oui, comme ça, oui. Sur le fait de pas besoin d'identifier les écrevisses puisqu'on sait dans quelle population on est, il faut être méfiant parce qu'on peut avoir des affluents qui ont autre chose et il faut toujours être attentif à trouver autre chose que ce que l'on attend. Ça, c'est primordial dans un inventaire.
Oui, bonjour, Mallory Souris de l'Adréal. Est-ce que dans votre protocole, il est prévu de faire des relevés de conditions d'habitat? Est-ce que vous parliez tout à l'heure de l'année 2014 où il y a eu un effacement de seuil et avait, selon vous, permis l'augmentation de l'aire de répartition? Est-ce que vous relevez d'autres critères d'évolution d'habitat, des piétinements de berges, d'évolution de la qualité de l'eau ou des pratiques sur le bassin versant? Ou est-ce que vous considérez que c'est très stable et que du coup, ce n'est pas un facteur qui peut influencer la répartition? Alors oui, hein, ça y est, ça marche. Qu'est-ce qu'on regarde sur l'habitat en fait? Qu'est-ce que tu regardes dans les caractéristiques d'habitat? Je regarde généralement la granulométrie, je regarde la vitesse du courant, la ripisylve, l'état de la ripisylve. Donc là, c'est là je regarde s'il y a justement du piétinement, si on est en zone de forêt, ou alors on est au milieu des prés. Et là, dans ce cas-là, d'ailleurs, on a une station qui est piétinée par le bétail. Et ouais, on regarde ça. On regarde également le pourcentage d'ombre, parce que l'écrevisse est assez sensible à la température. On regarde également le nombre, enfin les différentes caches qu'il peut y avoir, si c'est assez diversifié ou alors s'il y a uniquement que des cailloux ou alors au contraire des chevelures racinaires et d'autres d'autres abris. Voilà. Après, ça change très très peu, hein. C'est un milieu très préservé. Au-dessus, il y a un petit village, Saint-Symphorien-de-Main, 100-150 habitants. Il n'y a pas d'industrie, donc ça évolue très très peu. C'est vrai que j'ai zappé une diapo, alors je vais prendre 30 secondes, hein. Les mesures de gestion, en fait, c'est souvent des mesures globales, hein, qu'on a dans nos contrats de rivière, hein. C'est améliorer le fonctionnement des stations d'épuration, c'est replanter des ripisylves lorsqu'il n'y en a pas. Donc on agit sur tous les fronts. Et notamment, moi, je participe à l'amélioration des stations d'épuration et des réseaux, puisque je travaille avec les communes pour rédiger les cahiers des charges et pour faire ces travaux. Donc, voilà, il n'y a pas de mesures précises écrevisses, finalement. C'est des mesures de lui permettre la suppression du moulin de Fort, lui permettre de se propager vers l'aval en supprimant certains ouvrages. On a réintroduit, du coup, la population est très dense, on a réintroduit quelques centaines d'individus sur le Malpertuis il y a 1 an. Donc là aussi, on pourra vous faire des retours d'expérience sur le résultat. Ils en ont retrouvé 3, je crois, sur un peu moins de 400 écrevisses. Voilà. Oui. Alors, pour ce qui est des facteurs pouvant avoir un impact sur les populations d'écrevisses, il n'y a pas que les facteurs industriels. Il faut savoir qu'il y a certains produits de type antiparasitaire utilisés soit en salmoniculture, soit notamment sur l'élevage, sur le bétail, qui peuvent avoir un impact sur les écrevisses. Il y a notamment un antiparasitaire, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est utilisé en salmoniculture, qui empêche la synthèse de la chitine. Et si vous retrouvez cet antiparasitaire-là dans le cours d'eau, vous pouvez avoir des problèmes de développement sur les écrevisses. Il y a des études expérimentales qui ont été faites sur du homard avec cet antiparasitaire, et des homards soumis un peu avant la période de mue montraient des déformations et ça pouvait aller jusqu'à la mortalité. Donc il peut y avoir certains produits utilisés en termes d'agriculture ou d'élevage qui, dans certaines conditions, peuvent impacter les écrevisses. Merci beaucoup Jonathan et Mathilde. Alors maintenant je vais